Sowing, let the ritual begin. We call upon our sacred ancestors to come in. Sowing, we call upon our kin. We call upon our dear departed loved ones to come in. Bonjour à tous. On s'approche tout doucement du 31 octobre et c'est une espèce de petite effervescence qui se crée à cette époque de l'année dans le monde païen, mais aussi dans le monde laïque et ainsi que dans les autres mondes religieux. Et on va voir que chacun a quelque chose à fêter à cette période de l'année et on va peut-être réussir à comprendre d'où tout ça est parti. Pour ça, on va se référer à la roue des saisons païennes, parce que c'est un sujet qui nous intéresse et que ça explique pas mal de choses. On va commencer tout doucement par expliquer ce qu'est la roue des saisons, les sabbats. Ensuite, nous allons voir ce que nous fêtons à travers le monde à peu près à cette période de l'année. Et en fin de vidéo, on parlera du sabbat de Samhain plus précisément. Je vous donnerai quelques petites correspondances, des petites activités à faire à cette période de l'année, si ça vous intéresse, quelques divinités par exemple que vous pourriez étudier ou du moins vous intéresser un petit peu à cette période de l'année. Mais bon voilà, vous allez voir qu'en fait, pardon, en balayant toutes les traditions du monde, on arrive très facilement à comprendre ce qu'on a à faire à Samhain si on a envie de faire quelque chose. Je rappelle que ceci est basé sur des croyances, mais aussi sur de la culture populaire, que on pourrait arriver à certains débats, mais on n'est pas là pour se mettre sur le nez. Prenez ce que vous avez à prendre. Si vous avez des choses à compléter sur ce que je raconte, vous pouvez tout à fait. Je vous retranscris en gros un article que j'avais créé l'année dernière pour une box. Et je trouvais ça dommage que ça dorme sur le site, donc je vous le fais en vidéo pour ceux qui préfèrent les choses à l'oreille et pas à lire. Donc voilà. Donc voilà, mise en garde faite, c'est parti. Ah oui, et je précise, j'évoquerai certains domaines on va mettre l'étiquette de la spiritualité, mais je ne partirai pas sur ce qui est rituel magique. Vous savez que ça n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà. Dans la tradition païenne, nous avons sur l'année 8 sabbats qui correspondent à des changements de saison. Ils sont passés sur le cycle annuel de la nature, comme le faisaient nos ancêtres. Ils sont placés plus ou moins à égale distance les uns des autres. Certains sont à date fixe et puis d'autres correspondent aux équinoxes et aux solstices. Donc, pour savoir les dates exactes selon l'année où vous êtes, regardez un calendrier astronomique et ça vous donnera la bonne indication. Dans cette roue des saisons, on part de Samhain, justement, cette fête qui nous intéresse, qui se déroule entre le 31 octobre et le 1er novembre. Ensuite vient le temps de Yule, le solstice d'hiver, donc lui il sera ou le 21 ou le 22. Ça fait partie de ces dates qu'il faut regarder sur le calendrier astronomique. Ensuite Imbolc, toujours le 1er février. Ostara, équinoxe de printemps, aux alentours du 20-21 mars. Beltane, le 30 avril. L'Ita, qui est le solstice d'été aux alentours du 20-21 juin, Lugnasa ou Lamas, le 1er août, et enfin Mabon, qui correspond à l'équinoxe d'automne aux alentours du 22 et 23 septembre. Vous avez remarqué que j'ai bien pris le temps de vous donner ces dates. Si vous les regardez, ces dates, vous les connaissez, ça correspond à des fêtes actuelles qu'on célèbre sous d'autres noms. Par exemple, Samhain, Halloween, Yule ressemble à peu près aux dates de Noël, Imbolc à la Chandeleur et Cosevilla. Parce qu'on sait quand même plus ou moins depuis un petit moment que beaucoup de traditions païennes ne pouvant être effacées, les autorités religieuses ont fini par caler des fêtes chrétiennes sur ces fêtes, ces sabbats. Euh, alors, on parle de fêtes, et pour ce qui est de la notion de sabbat, ça nous vient de la Wicca. Alors la Wicca, je prends des pincettes à ce moment-là, parce qu'il y en a qui vont me tomber sur le coin du nez, mais bon. C'est une religion, on va dire, fondée dans les années 50. Elle est une interprétation des célébrations celtiques et germaniques. Et si vous vous intéressez à l'histoire celte, vous devez savoir que des écrits celtes, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Donc toutes ces connaissances, elles viendraient des peuples vainqueurs comme les Romains. Et puis il faut se rappeler que les Romains n'avaient pas une très haute opinion de ces civilisations, donc on ne sait pas trop toujours ce qu'on a. Donc on a par exemple la guerre des Gaules de Jules César, voilà, c'est
un petit peu la boucherie celte avec lui, mais bon, c'est comme ça. Après, il y a quand même une tradition orale qui perdure, il y a des petites choses qui ont réussi à venir, mais bon, gardez ça en tête quand même, que la fonte et la source peut poser des questions, d'où la possibilité de débat qui pourrait tomber très vite avec de tels sujets. Bon, bref. Alors, ces croyances, elles sont basées sur des traditions qui ont quand même, donc je vous disais, réussi à nous parvenir, mais il y a une grande part d'interprétation. La Wicca, elle est aussi basée sur la magie, et beaucoup d'entre nous, par exemple, ne se retrouvent pas dans cette partie magique. Mais le côté respect de la nature, respect du cycle des saisons, eh ben, ça peut un peu nous rassembler. Et après, il y a le côté aussi dans la Wicca où on trouve quand même beaucoup de choses différentes en plus du côté celte. On peut parler donc de chamanisme, de druidisme, de sorcellerie. Et c'est ce côté vaste qui fait que bah, tout le monde ne s'y retrouve pas forcément. Ah, ensuite, il faut se méfier du mot sabbat. On n'est pas sur le sabbat de sorcière nocturne comme on l'a cru pendant des siècles dans la chrétienté, hein. On ne va pas s'amuser à célébrer le diable en dansant à poil autour d'un feu. Si vous voulez danser nu autour d'un feu, c'est votre... vous pouvez, hein. Mais je pense pas que ce soit pour appeler le diable que vous soyez en train de faire ça. Après, on est donc vraiment sur l'idée de rassemblement, de cérémonie, de célébration. On est ensemble pour fêter par exemple bah, le retour à la vie avec Ostara et pour faire face à la saison sombre avec Yule par exemple. Euh, donc pour les sabbats, et petit rappel, donc ça nous vient de nos ancêtres, il est quand même bon de rappeler un petit détail, c'est que ça fait à peu près 70 ans qu'on est majoritairement citadins. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben, 90% des gens vivaient à la campagne. D'où l'importance de l'art de vivre en communion avec la nature, à la suivre. Alors, communion, pas forcément, n'imaginez pas tout de suite grande prière à Mère Nature, hein, mais de respecter le cycle des saisons. Si on voulait manger, il fallait respecter quelques règles. C'est un art de vivre, des connaissances. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup relié à l'alimentation, parce que du coup, nos ancêtres n'allaient pas acheter des fraises au mois de décembre dans un magasin, quoi. Donc voilà, on cultivait la terre pour nous, nos bêtes, en fonction des calendriers agraires et du cycle des saisons. Et donc on arrive fin octobre, début décembre. En septembre, on a fêté Mabon, qui symbolise les dernières récoltes. Et on a fait enfin on a commencé normalement, on a fini même nos réserves pour l'hiver. On a rentré les bêtes à l'étable, le fourrage est prêt pour elles pour la basse saison. Oui, alors à l'étable, en plus, je vous rappelle que dans certaines régions, alors je ne saurais pas dire si c'est dans toutes, mais mes souvenirs d'enfants, dans certaines régions, les bêtes étaient juste en dessous des lieux d'habitation pour en plus servir de chauffage. Mais du coup, voilà, ça devait être un chauffage. Finalement, le fuel, ça doit peut-être sentir meilleur, je sais pas. Donc je raconte mes bêtises et je me perds. Donc le fourrage est prêt et les champs sont au repos. Et les hommes, bah, du coup, ils vont avoir plutôt tendance à rester à l'intérieur de leur habitation, comme il n'y a plus trop d'activité au champ, en extérieur ni rien. Enfin, un petit clin d'œil à notre amie Perséphone. Si ça vous intéresse, je vous envoie sur la bibliothèque du boudoir pour comprendre pourquoi je parle de Perséphone. Mais donc Perséphone, là, ça y est, elle est redescendue sous terre pour rejoindre Hadès et donc sa mère Déméter, la grande déesse qui est en général généreuse pendant les 6 mois d'abondance, bah, elle a décidé que les hommes n'auraient plus à manger pour les 6 prochains mois parce qu'elle est trop triste de voir sa fille qui redescend aux enfers. Et donc, du coup, bah, la nature, elle change, commence à rougeoyer, à avoir des beaux ocres. Et puis après, toutes ces belles couleurs, bah, les feuilles, elles seront par terre. Et puis voilà, il n'y aura plus grand-chose. Et c'est surtout que on arrive à cette période où les températures descendent, mais nous-mêmes, nous descendons en nous-mêmes vers notre intériorité et on parle de voile. Qu'est-ce que c'est que ce voile? On pense, on ressent que entre nous et un autre monde, il y a un voile. C'est quoi cet autre monde? Bah, c'est le monde des esprits, le monde des morts, et donc du coup, nous sommes le monde des vivants. C'est ce qu'il faut comprendre. Et on part du principe qu'à chaque sabbat, déjà, ce voile a tendance à devenir un peu moins épais, mais alors Samhain, et avec tout ce que je vais vous raconter, vous allez comprendre. C'est pas pour vous faire peur, hein. Attention, c'est juste on raconte. On est sur vraiment une période de l'année où
limite le voile n'existe plus entre les deux mondes et ça va donner pas mal d'idées reçues et pas mal de croyances et pas mal de traditions. Et donc, qui dit ancêtre dit souvenir. Et donc, c'est une période propice aux souvenirs, que ce soit les vôtres ou ceux de votre famille, mais c'est du coup aussi une période propice pour les bilans, pour le travail de la mémoire, et c'est vraiment quelque chose pour le coup qui va se recroiser dans pas mal de coins et de célébrations. Donc, on a compris qu'à Samhain, on célèbre la fin de l'année en honorant le passage de la saison lumineuse à la saison sombre. On a fini nos travaux de champ, nos travaux agraires, et c'est aussi le retour des guerriers au village. C'était l'occasion de se retrouver autour de banquets, de libations et de faire des grands rassemblements. Et on arrive chez nos amis les Gaulois, avec Samhain qui était Somonios. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais bon. On le connaissait aussi sous le nom de Trinox Samoni, les trois nuits de Samhain. Le premier jour, on était là pour célébrer la mémoire des guerriers justement tombés au combat. Le deuxième jour, on était toujours sur une journée de mémoire, mais plus générale. On honorait nos morts afin de ne pas les oublier. Et alors le troisième jour, c'est bon, on s'est bien rappelé, et on se rassemble autour d'un banquet pour de grandes réjouissances arrosées de nourriture encore fraîche, à peine récoltée, d'hydromel et de cervoise. Il faut se rappeler que la mort faisait partie de la vie dans l'esprit de tous et que l'honorer dans la joie et la fête, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que vous avez reconnu dans ces dates deux jours de notre calendrier actuel, plus ou moins caché, c'est plus ou moins adapté aujourd'hui, 1er novembre avec la Toussaint et 2 novembre avec le jour des morts, non? On va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est en 837 que le pape Grégoire IV a introduit ces fêtes à cette période pour faire coïncider ça avec les anciennes célébrations. Ça n'a pas toujours été le cas parce que nous avons un premier pape qui avait déplacé au départ au 5e siècle, qui avait voulu déplacer complètement cette période de fête au mois de mai pour un peu désincruster les habitudes des gens. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne, donc il y a le pape Grégoire, 4 siècles après, qui a dit, bon allez, on arrête les bêtises, on y retourne à ces dates-là. Pourquoi je dis Samhain? Déjà parce que, comme vous avez entendu au début, j'ai chanté une chanson en anglais et que les anglo-saxons prononcent ça Samhain. Mais il y en a qui vont dire Samin, Samain. Enfin, c'est un peu, je pense, comme on a appris le mot, qu'on a tendance à le prononcer. Il y a beaucoup de sabbats, par exemple, Imbolc, il y en a qui disent Imolc, et on vous dira non, ça se prononce comme ci ou comme ça, mais allez-y, allez chercher la source sûre et on en reparle après, ok? Enfin bref, Samhain, c'est un mot gaélique qu'on pourrait traduire par fin d'été. On trouve des événements à cette même époque, donc un petit peu partout dans l'hémisphère nord. On va faire une petite liste. Alors, il y a des choses où je vais un petit peu, comment dire, étaler le propos, puis d'autres, je vais juste vous dire telle date il y a quelque chose, parce que si je fais tout, ça va durer à peu près 4-5 heures. Donc voilà. Donc au Pays de Galles, le 1er novembre, c'est Calangaef. La veille du 31 octobre, c'était Nos Calangaef. C'est la nuit des esprits et par tradition, on va éviter les cimetières et les carrefours histoire de ne pas tomber sur un esprit errant. Voilà, on va pas chercher la merde, hein. On allumait des feux de joie et on écrivait son nom sur une pierre qu'on plaçait autour d'un feu autour duquel on allait danser jusqu'à ce qu'il commence à s'éteindre. Dès lors, on se carapate en courant chez soi de peur que... Alors oui, je m'excuse aussi pour la prononciation de tous les mots qui vont venir. Nous sommes vraiment beaucoup de prononciation gaélique, anglo-saxonne, et je vous avoue que c'est pas les langues que je maîtrise le mieux, surtout quand il y a plusieurs consonnes à côté. Donc j'essaierai de faire bien attention au montage, de mettre tous les noms écrits, et je vous rappelle que ce que je suis en train de vous raconter, c'est plus ou moins un article qui existe déjà dans la bibliothèque du Boudoir Roux sur le site. Donc on se barre en courant parce qu'on a peur que Ir, Ish, Du, Wata n'apparaisse. C'est un très mauvais présage, hein. Et c'était quoi ce truc? C'était une espèce de trou noir sans queue avec une femme sans tête qui pouvait passer, débarquer.
Et ça faisait un petit peu peur. Et on avait aussi une autre petite apparition sympathique, fantomatique, Lady Wen, la Dame Blanche. Elle vient chasser les vivants pour dévorer leur âme. Et ensuite, le lendemain matin, parce qu'on a eu le temps quand même de se carapater chez soi normalement, eh ben, on venait contrôler les pierres. Et la personne qui trouve la pierre intacte se dit que c'est bon, elle est marquée par la chance pour l'année qui vient. Par contre, si la pierre elle a disparu, on pensait que la personne elle allait mourir durant l'année. C'est sympa. Je vous laisse imaginer le nombre de blagues qui ont pu être faites avec ça, mais bon. Sur l'île de Man, on fête Optuna le 31 octobre, Hoihune le 1er novembre. Pour les Irlandais, on parle de Oisamna. Ce sont ces fêtes qui deviendront Halloween plus tard. On voit ces festivals depuis des siècles comme on voit le Samhain néo-païen aujourd'hui. On est toujours dans l'idée que le voile s'amincit, c'est le temps de la divination, de l'introspection, le travail de mémoire qui est à l'honneur avec plein de traditions encore actuelles qu'on va voir. Donc entre ce festival et Halloween, comme je vous disais, il y a eu la christianisation qui est passée sur les îles britanniques. Je vous ai parlé de Grégoire IV et de Pape Boniface. Et ben c'est à peu près ça l'idée. C'est qu'on a des traditions, ces traditions sont beaucoup plus anciennes que les papes. Et donc du coup, on n'a pas réussi à les virer. Et puis donc du coup, à cette même époque de l'année, une fois qu'il y a eu la christianisation, la fête, elle prend un peu une teinte couleur purgatoire, en quelque sorte, une teinte de gris. Donc la Toussaint, ça devenait la fête, on fêtait les âmes, on célébrait les âmes qui étaient déjà entrées au paradis. Par contre, le 2 novembre, c'était là où on devait prier pour les âmes en transition au purgatoire, pour les aider pardon, à gagner leur paradis. Et pendant cette période de l'année, il y a des pauvres qui passaient de maison en maison en offrant chansons et prières pour les âmes des morts. Et en échange de ces belles intentions, les personnes de la maisonnée, elles donnaient des biscuits ronds en remerciement. Ça s'appelle des soul cakes, c'est gâteaux d'âme. Et ils étaient marqués par une croix et ça représentait ces âmes retenues au paradis, pardon, au purgatoire. Il y a une très jolie chanson de Sting qui s'appelle Soul Cake, je vous invite à aller la découvrir. Moi, j'aime beaucoup en cette période de fin d'année l'écouter. Les âmes perdues, donc, elles étaient aussi représentées sous forme de lampes creusées dans des navets. Et portées par ces mêmes pauvres, c'était en fait l'idée que c'était les âmes elles-mêmes qui venaient demander de la nourriture et leur salut. Et dans le Somerset, on appelait ça la nuit des Punkies. Il y avait aussi un côté un petit peu festivité avec une branche du théâtre populaire à cette période de l'année, le mumming, le théâtre des mummers. C'est des pièces folkloriques, elles sont interprétées par des troupes d'acteurs amateurs, normalement jouées pendant ces festivités, mais aussi elles peuvent être jouées à Noël ou à Pâques, par exemple. On n'est pas sûr de l'étymologie, mais on est un peu dans l'idée du personnage déguisé. Il y a quand même une petite tonalité comique, même si on ne sait pas trop, en fait, les textes, les scénarios, ils n'étaient pas très très bien établis, mais on a des pièces qui reviennent souvent, comme Saint-Georges ou le Docteur. Il y a quand même une certaine place pour les jeux, hein, dans ces festivités, un petit peu en mode défis aussi, concours. Vous aviez par exemple le jeu avec des pommes qui consistait à attacher les mains des candidats dans le dos, de mettre une bassine d'eau devant eux avec des pommes dedans et on de plonger la tronche dans le bac pour essayer de récupérer avec les dents une pomme, quoi. Voilà, chacun s'amuse comme il peut. Ensuite, on a parlé de divination. Alors, toujours avec la pomme, justement. De toute façon, les pommes, cher ami, c'est un fruit, il faudrait que je fasse un article un jour sur les pommes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ils sont présents dans pratiquement tous les sabbats et dans beaucoup d'histoires et de traditions. Du coup, nos pommes et divination. Mesdemoiselles, je ne sais pas si ça marche pour messieurs parce que j'ai toujours vu ça pour les jeunes filles, pour la divination pour les jeunes filles. Essayez, messieurs, vous me direz. Pour connaître le nom de votre futur mari, prenez une pomme et un couteau et pelez la pomme en essayant de conserver l'entièreté de la peau. Si vous faites des tout petits bouts, ça va pas vous apporter grand-chose, hein. Donc on fait une belle pelure en entier. Moi je connais que ma grand-mère qui est capable de faire ça, j'ai jamais réussi à le faire moi-même. Vous prenez cette pelure c'est l'épluchure, cette pelure de pomme, vous la jetez dans de l'eau et en fait la forme qui va se dessiner avec, ce sera normalement l'initiale de votre futur mari. Voilà. Toujours pour la paix des ménages, nous pouvons faire aussi la divination avec des noix.
On pouvait juger du bonheur d'un futur ménage, donc on prend 2 noix, on donne à chacune des noix le nom du couple, on balance ça au feu. Bah, si les 2 noix brûlent ensemble d'un feu ardent, bah, c'est une très bonne annonce, hein, un mariage très heureux, très joyeux. Au contraire, si aucune des noix ou si juste une des noix reste intacte, eh bah voilà, c'est pas le mode et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, 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 non. Enfin bref. Mais qu'en est-il des farces, sottises et mauvais tours? Bah, chaque région a ses traditions sur la réalisation de celle-ci. Bah, c'est l'idée que comme le voile entre les mondes, il n'est pas très très épais, bah, pourquoi pas accuser les fées, les farfadets, hein, ou les amérantes. Par contre, ça peut laisser place à quelques petits débordements, quelques petites vengeances, et c'est pour ça qu'on va voir que finalement, il y a une grande partie du sabbat ou de ces fêtes qui repose sur la protection de soi et de sa famille et des différents lieux de vie. Et ce que je dis, c'est parce qu'on ne sait pas trop si c'est l'humain, le divin ou le surnaturel quoi, qui va intervenir. Mais donc, ça fait partie des traditions d'avant et des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le sabbat de Samhain, hein. Protection, protection et nettoyage. On a parlé des navets. Alors, la transition était bizarre, je vous l'accorde, mais bon. On est au 19e siècle et la famine frappe l'Irlande. Donc il y a beaucoup de familles qui quittent l'île pour partir vers le Nouveau Monde. Donc ce sont des familles protestantes qui partent avec leur foi, mais aussi avec leur tradition outre-Atlantique. Et donc à leur arrivée, lors des dates dont ils avaient l'habitude, ils continuent à organiser des fêtes, des jeux. Bon, en mode protestant, on est quand même, voilà. Mais bon, c'est quand même des moments de liesse. Et pendant l'organisation de ces festivités, il y a les nouveaux voisins qui trouvent ça fortement sympa. Mais ça coûte quand même un petit pécule d'organiser ces choses-là. Donc dans les années 30, il y a quelques petits problèmes d'ordre financier, hein. Il y a eu crash boursier en 1929, qui fait que ça revient cher aux communautés. Et, euh, et que du coup, on commence un petit peu à délaisser ça. Et puis dans les années 50 aussi, ça s'améliore pas. Il y a le célèbre Trick or Treat qui arrive, du coup, pour un peu remplacer ces célébrations. On est toujours, par contre, on est dans ces célébrations maintenant, cette période-là, années 50, on est un petit peu plus avec les jeux d'enfants. C'est pour les enfants. Ces célébrations, c'est pas spécialement pour toute la communauté. Donc, on est dans la blague ou le mauvais sort. Et pareil, pour pas essuyer des sales blagues qui pourraient créer des dégâts, on a le choix entre un bonbon à sort. Vous choisissez quoi? Le temps passe, on arrive dans les années 70 et comme d'habitude, marketing et société de consommation s'en mêlent et du coup, Halloween décolle et n'est plus réservé qu'aux enfants et puis en plus c'est devenu une fête laïque parce qu'on va voir après que c'était pas du tout une fête laïque à la base, comme on est en train de le voir en quelque sorte. Et donc à cette période, il y a les jeunes adultes ou étudiants qui ont commencé à organiser des fêtes un petit peu à thème. Et les entreprises industrielles, ils ont commencé à commercialiser des produits spéciaux pour l'occasion. Et on ne parle pas non plus des décorations pour les maisons, hein, mais encore moins du fait qu'on peut les retrouver maintenant dès le mois d'août dans les magasins, quoi. Mais beaucoup se souviennent des origines païennes d'Halloween, qui littéralement vient de Halloween, la veille de la Toussaint. Comme on a dit, c'était quand même religieux pour les Irlandais quand eux, ils ont débarqué aux États-Unis. Et ça n'empêche pas quand même les chrétiens de voir encore plus loin que cette période-là. Eux, c'est dans le débordement, dans le côté, comment dire, décadent. Eux, ils voient bien encore la tradition païenne, hein. Attention, les chrétiens, quand ça bouge un peu trop, ça vient pas de chez eux, hein, mais bon. Et donc, du coup, effectivement, la plupart des néo-païens, quand ils fêtent Samhain, ils vont plus loin que la tradition chrétienne, hein, pour une fois qu'on est d'accord, mais bon. Donc, c'est toujours aux États-Unis que nous sommes, mais dans les années 80, et ainsi aussi au Royaume-Uni, mais bon. Donc, dans les années 80, et certains n'avaient jamais vraiment cessé de célébrer Samhain, pardon. J'ai fait un mélange de Noël et Samhain. Noël. Et donc on est dans les années 80, on est en plein dans les mouvements New Age et tout ça s'est un peu croisé, ça a donné naissance à des célébrations à la fois ancestrales et récentes. En fait, c'est ça qui est très bizarre. Bon, c'est la voisine, le néopaganisme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avant de poursuivre, il est important de soulever un point pour mettre tout le monde d'accord. Et même si c'est pas possible, mais on va essayer. Le paganisme a autant de règles que de personnes.
Et, euh, et c'est un peu comme une religion monothéiste en fait. Il y en a certains qui vont vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des règles écrites dans un livre, des règles d'un coven. Et puis il y en a d'autres, bah, dont je fais partie, qui sont un petit peu en mode ressenti. C'est ce que déjà ils ont envie de célébrer quelque chose à ce moment de l'année. Des fois on n'a pas le temps, on n'a pas la tête. Euh, et puis des fois on ne sait pas forcément quoi faire. Donc du coup voilà, c'est un mouvement. Enfin la plupart des gens c'est un peu un mélange de tout, comme ça les arrange, comme ils peuvent. Et c'est ok, hein. On parle des grandes lignes et la bonne réponse, elle est nulle part. C'est la vôtre, la bonne réponse. Donc, moi, ce que je vous donne, c'est un menu et vous sélectionnez ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter des choses que j'ai pas dit, vous les ajouterez. Enfin, voilà. Vous avez vu, jusqu'à présent, on va continuer encore un petit peu dans les célébrations, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se recroisent et qui ont du sens. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois. Parce qu'aujourd'hui, ben, le festival celtique du feu, il existe depuis le Moyen Âge et vous le retrouvez encore aujourd'hui, par exemple au Pays de Galles ou en Écosse. Ces festivals de feu sont connus sous le nom de, oui, je m'excuse d'avance, Samyangans. Voilà, voilà. C'est des feux de joie que faisaient déjà les paysans au sein des familles et plus largement au sein de la communauté. Et à l'époque, les jeunes garçons partaient avec une torche à la main en courant aux quatre coins d'un champ ou d'une ferme. En fait, en gros, ils bordaient la propriété avec ces torches. C'était dans l'intention d'éloigner les fées et mauvais esprits de la demeure. Et plus tard, avec les croyances religieuses, c'était plutôt la sorcellerie dont on cherchait à se protéger. Ensuite, pour les Gallois, ils passaient la nuit près du feu en faisant des jeux de force. C'est dangereux parce qu'ils se balançaient des gros morceaux de bois enflammés dessus, quoi. Enfin voilà, c'est des jeux d'hommes, hein, ça en général. Bon. Non, allez, on va pas aller là-dessus, mais bon, on l'a tous pensé. Bah, une fois que le feu était éteint, on descendait de la colline en courant et en hurlant. Dans d'autres régions britanniques, on s'équipait de grelots et de clochettes. Et c'est pas, ça vous paraît bizarre, mais en fait, dans beaucoup de cultures, le feu et le bruit, ça éloigne les mauvais esprits. D'ailleurs, c'est un peu la fonction je sais plus si c'est un lion ou un tigre ben non, un dragon. Je vais y arriver. Un dragon pour le Nouvel An chinois, la lumière et le bruit et tout ça, les pétards, c'est aussi cette idée d'éloigner les mauvais esprits. C'est pas juste pour l'Europe. Ensuite, les Irlandais ne veillaient pas autour du feu, mais ils se servaient des brasiers pour allumer des bougies qui avaient été créées par les femmes de la maisonnée, puis elles se les offraient aussi entre voisines et on passait un moment à prier dessus. Parce que du coup, on a ce thème commun au paganisme et à l'époque chrétienne, on est vraiment sur les ancêtres et l'entretien de la mémoire. Et ce feu tenait certes éloigner les mauvais esprits loin des vivants, mais c'est aussi une façon d'éclairer le chemin de nos ancêtres qui désiraient traverser le voile pour rendre visite à leur famille. Il y a un rituel, par exemple, que j'ai réalisé déjà moi-même il y a quelques années, l'année où j'ai perdu mon grand-père. C'est le soir du Sabbat Samhain. On peut faire un repas silencieux et mettre le couvert pour un de nos disparus et partager un repas avec lui. Et bon, dans beaucoup de cultures, hein, cette idée de manger ensemble, malgré les mondes séparés dans l'idée, eh ben, c'est très répandu. Et il suffit de vous tourner du côté de El Día de los Muertos au Mexique, le 1er novembre. Et ben, on voit les familles qui font des offrandes de nourriture et de fleurs et qui prennent leur repas autour des tombes de leurs défunts. Je me rappelle plus si c'est au Mexique, mais il y a un autre truc qui me vient à l'esprit où on va carrément chercher les corps de nos morts. On peut les changer, leur donner à manger, enfin, dans l'idée, enfin, vraiment, physiquement, on va chercher le cadavre de son ancêtre. Je me rappelle plus si c'est au Mexique ou pas, si c'est dans certains coins. Mais du coup, voilà, ça m'est revenu en vous racontant ça. Et pour vous illustrer un peu l'importance dans ces rituels, dans ces cultures du rituel d'honorer les morts, bah, il y a un dessin animé qui peut être très intéressant. Alors, c'est pas entièrement le sujet, mais enfin, oui et non, mais c'est Coco. Je crois que c'est Disney ou Pixar, je sais plus. Et c'est donc un film d'animation qui parle pour les grands et les petits. Et ce qui est sympa, c'est quand on l'a vu, on arrive à comprendre que ben, nos morts ont besoin du cœur et du souvenir des vivants pour continuer à exister. Et c'est important, parce que tant qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de vous,
vous êtes quand même présent. Et le purgatoire, c'est pareil. Si, enfin, on a parlé du purgatoire avant. Si personne ne prie pour un défunt, l'âme restera au purgatoire ad vitam aeternam. Enfin, je sais pas si on peut dire ad mortem aeternam. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est les vivants sont un peu le gain, enfin la sécurité d'être encore là pour les morts. À cette période de l'année, donc plus encore, le chemin qui mène à son intériorité est très important et plein de magie. Oui, j'ai fait une transition sans transition, mais bon. On se retrouve et on se redécouvre, et c'est parfois le moment de regarder droit dans les yeux l'être que nous incarnons, de faire la paix avec son histoire. Et en fait, c'est drôle parce qu'on est sur une idée d'individualité et de famille en même temps. Enfin, mais c'est pas anodin hein, quand même, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est là où on se connecte à s'aligner. Rendre hommage à nos êtres chers, c'est pas forcément un moment facile, mais ça peut nous apporter une certaine paix et finalement assainir le passé, nous aider à nous connecter avec justesse et conscience au moment présent. C'est un moment de réconciliation avec soi aussi et avec les autres. C'est pour ça qu'à Samhain, la période de bilan, c'est beaucoup dans nos pratiques, dans nos cultures, et qu'on est tourné vers la mort, ou dans certaines cultures, on cherche littéralement à les nourrir, soit comme je disais pendant un repas autour de la table, soit en Irlande, ben, avec des gâteaux uniquement réservés aux morts, qu'on laissait près des fenêtres et des portes. Et on avait pris grand soin d'ailleurs de laisser la fenêtre ouverte, ou au moins de la déverrouiller. Et attention, on a bien dit qu'ils étaient réservés aux morts, hein, tout mortel osant croquer dans les gâteaux. Et ben le jour où il passe de l'autre côté, lui, il devient un fantôme et il sera affamé jusqu'à la fin des temps. Dans le Kentucky, il y a une tradition qui est poussée, elle est poussée au maximum, la tradition du repas dans le silence. Il n'y a pas que le repas qui se fait dans le silence, il y a chaque déplacement qui doit se faire à reculons. Et si c'est possible, on cuisine les mains derrière dans le dos. Et on commence pas le repas tant qu'on n'a pas eu une apparition d'un signe naturel. Je pense qu'après avoir un petit peu trop faim, on commence à trouver des signes surnaturels un peu de partout, mais bon. Pour d'autres traditions, ben, on préfère au contraire passer un repas à parler de souvenirs peuplés des gens qui nous ont quittés, quoi. Moi, ça ressemblerait plus à ça, mon idée, mais bon. Voilà, une fois de plus, vous avez les deux possibilités, prenez celle qui vous convient. Il y a d'autres qui dressent des hôtels où ils poseront une assiette pleine de fruits, par exemple de la dernière récolte. Euh, alors en Italie, dans la Stregheria, il y a donc la magie italienne, il y en a qui fêtent le 31 octobre avec la Festa dell'Ombra. Je vais prendre cette partie avec des pincettes, mais je vais un petit peu développer. On serait dans l'idée que au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains ont envahi la Grande-Bretagne et ils ont amené avec eux une culture, des cultes, des coutumes, voilà, qui se sont retrouvés parmi les Celtes. Et parmi ces cultes, il y avait le culte de Pomona, la déesse des fruits et de l'abondance. La fête qu'ils réalisaient, enfin les rites qu'ils réalisaient à cette époque-là, signaient la fin de la saison agricole, comme on l'a déjà dit. On remerciait pour les dons reçus par la nature. Et c'était une période qui s'était célébrée, qui coïncide donc avec ce qu'on fête à Samhain chez les Celtes. Donc on va dire que les deux fêtes ont dû coexister et qu'elles ont pu finir parce qu'elles se ressemblaient quand même assez. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'en Italie, alors, on donne un nom particulier à ça? Ça, j'avoue que je ne sais pas, parce que ça serait plus logique de se dire que ce sont les Romains qui l'avaient amené aux Celtes. Voilà. Pourquoi ils veulent absolument avoir un terme en plus, je ne sais pas. Toujours est-il, il y a aussi avec eux, avec ce rite, la notion de la déesse mère qui prend le dessus sur le dieu soleil. Le dieu soleil est en train de mourir, hein. Les nuits se rallongent et les jours se raccourcissent. Donc là, il y a une espèce de cohérence et c'est peut-être ça le truc en plus qui fait que les Italiens, enfin en Italie, on garde ce rite plus présent. Donc on va tenir la conclusion que les deux rites se sont mariés et que les Italiens, enfin les Romains l'ont ramené en Italie comme ça. C'est peut-être ça plutôt la logique qu'il faut voir. Après, je vais pas du tout vous mentir en vous disant que c'est une fête très suivie, ou alors en tout cas pas à ma connaissance. J'ai appris la Festa dell'Ombra en faisant l'année dernière le dossier sur Samhain. J'avais jamais entendu parler de cette fête, donc je n'ai aucune idée de d'où ça peut venir.
Chez les Celtes, plus particulièrement chez les Irlandais, le jour de Samhain marque le jour où la Morrigan, qui représente donc les forces de la mort et la lune, d'où le lien avec la fête de l'ombre, rencontre et s'accouple avec le dieu Dagda, qui lui représente le soleil et la vie. Et on sait que les druides aussi célébraient les morts à cette période de l'année. De cette façon, chez les Wiccans, on garde l'idée du passage de la vie sur Terre qui va changer suite à la descente de la déesse dans le monde des morts et elle pourra retrouver et s'unir au dieu. Vous voyez, il y a toujours, on a parlé de Perséphone au début, il y a toujours cette idée de descendre sous terre, de d'ombre et de lumière. Euh, Ça pareil, il faudra faire une vidéo en entier dessus pour comprendre les subtilités du truc et là ça va prendre 1000 ans si j'explique tout, mais en gros, le dieu soleil se meurt. Il reviendra, hein, mais là pour l'instant, cette saison, c'est pas lui qu'on attend. Donc il y a toujours cette idée, déjà le dieu est toujours soleil et la déesse est toujours lune. Ces idées s'entrecroisent dans beaucoup de croyances, quoi. Et ensuite, dans le monde actuel, ben, on peut facilement apprendre justement à connaître toutes ces traditions et ces rituels et du coup, pouvoir les intégrer plus facilement à nos pratiques. Comme je vous disais, après, il y a. C'est pas que. Enfin, c'est pas une liste exhaustive. Il n'y a aucune obligation pour les pratiquants et encore moins une interdiction pour les autres. Après, il y en a qui parleront d'appropriation culturelle. Je suis pas d'accord. De toute façon, quand vous êtes dans votre intimité chez vous, qui vous regarde, hein, ne vous sentez jamais obligé de rien et laissez-vous tenter par ce qui vous parle. Mais du coup, les grandes lignes de Samhain, du sabbat en lui-même, ben, on va voir que c'est des choses qu'on a déjà dit dans les traditions anciennes. Donc, on parle beaucoup de célébration du départ de la belle saison, du travail de la mémoire en honorant nos morts et nos ancêtres, de la mise en repos du corps pour laisser plus de place pour l'esprit, le travail sur soi pour se libérer des liens néfastes du passé, notre passé dans cette vie, mais aussi celui de nos mémoires, quand on croit en la réincarnation. Ensuite, il y a tout ce qui est protection de la maison et de notre entourage. Puis, il y a dans certaines traditions, nettoyer les tombes de nos morts. Donc, la Toussaint, c'est quelque chose qu'on fait. Il y en a qui vont les fleurir, mais qui prennent aussi le temps de nettoyer. On a parlé du jour des morts au Mexique. Et dans l'idée de nettoyage, il y a aussi votre maison. Vous pouvez prendre le temps de nettoyer. Mais ça, c'est à chaque sabbat que vous pouvez prendre. Enfin, en plus du nettoyage habituel. On est d'accord, on va pas attendre une fois dans l'année pour faire le ménage chez soi, mais vraiment le nettoyage de fond en comble. Alors, il y en a qui aiment pas trop parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont faire partir des bouts de magie ou de choses qu'ils ont réussi à avoir, mais bon, on peut faire du tri sélectif. C'est dans l'idée que pour pouvoir avoir des choses qui vous arrivent, positives, qui viennent à vous, il faut enlever des choses qui encombrent, qui n'ont plus leur place qui vous empêche d'avancer. Donc c'est aussi ça l'idée de nettoyage. Il y a plein de petites choses à faire, à connaître. Je vous invite à faire vos recherches. Ensuite, si vous voulez, par exemple, on va parler vite fait d'hôtel, mais de croyances en général. Si vous voulez des figures qui sont en lien avec cette période de l'année, ombre, lumière, tout ça, vous avez une petite série pas mal. Donc, il y a Ceridwen, Cernunnos, qui est le Dagda, par exemple, enfin, Hadès, tout ça, qui sont des figures masculines. Mais Cernunnos, tout ça, ça représente tout ce qui est l'idée du dieu soleil, la polarité masculine. Vous avez là, donc toutes les déesses qui appartiennent à la Terre ou à la Lune, qui représentent les polarités donc féminines et le moment de l'immersion, puisque donc la polarité féminine, c'est tout ce qui est émotion, ressenti, donc bon, on est en plein dedans. Donc on a Déméter, on a aussi des figures comme Hécate, Isis, Kali, la Morrigan, Lilith, Perséphone, Pomona. On peut aussi s'intéresser aux fées à cette période de l'année. Il paraît qu'on les voit un peu plus facilement. Ensuite, bah, il y a la figure de la sorcière, mais après, vous savez ce que j'en pense. C'est très vaste comme sujet, la sorcière. Et très facile, et certains le prennent comme un adjectif positif et d'autres le prendront comme une insulte. C'est un sujet délicat. On va parler de ce qu'on appelle les correspondances. Alors ça, les correspondances Kesako. Ce sont des éléments comme des couleurs, des plants, des arbres, des pierres, par exemple,
qui peuvent vous permettre de vous relier à un sabbat plus facilement. Il n'y a aucune obligation, aucune règle, mais c'est si vous avez envie de décorer votre maison, vous faire un hôtel, ou vous-même vous habiller, ou faire brûler des plantes, ou voilà. Et ben il y a des petites listes comme ça à retrouver. Et en voici une donc par rapport à Samhain. Donc les couleurs, vous n'allez pas trouver ça bizarre, mais c'est le noir, le brun, le gris, l'or, le orange, le jaune, l'argenté. Et moi, j'aurais tendance à rajouter les couleurs foncées comme le bordeaux ou le violet foncé, par exemple, ou le pourpre. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, c'est des couleurs qui m'inspirent cette période de l'année. C'est là où je vous dis qu'après, il y a une différence entre les règles établies par certains et vos ressentis. Ceci était purement mon ressenti. Pour les plantes, on a l'absinthe, l'aquilée. Alors, je ne sais, je sais jamais s'il faut dire achillée ou aquilée. Moi, j'ai tendance à dire aquilée, je sais pas pourquoi. L'ail, l'armoise, la ciguë. On n'apprend pas, s'il vous plaît. Ne consommez pas de ciguë, sinon on va vous appeler Socrate. La myrrhe, le romarin et la sauge. Ça, c'est des plantes qui facilitent la discussion avec les morts, mais aussi qui vous permettent de voir plus loin derrière le voile en quelque sorte. Comme le voile est très fin, on n'a pas besoin de faire une grosse consommation. Bon, la ciguë, ça vous fait passer de l'autre côté du voile, comme je vous disais, hein, mais bon. Et l'armoise, attention, la plupart du temps, on parle de ça, de brûler ça pour la divination, ou trucs comme ça. Extrêmement beaucoup de personnes sont allergiques à l'armoise, alors faites très attention avec ça. Ensuite, pour les arbres, on a le cèdre, le genêt et le noisetier. Il doit en avoir sans doute d'autres, mais bon, là, ils ne me viennent pas à l'esprit. Pour les fleurs, ben, le calendula et, sans grande surprise, le chrysanthème et le souci. Pour les pierres, vous allez sûrement reconnaître, si vous avez vu l'année dernière une vidéo que j'avais faite par rapport aux énergies d'automne, vous allez reconnaître une série de pierres comme ça. Cornaline, grenat, jet, obsidienne, onyx, pyrite et pierre de lune. Ce sont beaucoup de pierres qui agissent au niveau plutôt du chakra racine et du chakra sacré, parce que finalement, on a besoin aussi c'est le côté protection, mais chaleureux aussi. Bon, la pyrite, elle peut agir aussi au niveau du plexus solaire, parce qu'on commence à être justement dans ces périodes où il va falloir entretenir son immunité, parce que, ben, ayant moins de soleil, on va pouvoir trouver la chaleur intérieure, quoi. Pour les métaux, fer et argent, les animaux en lien avec le sabbat, sans grande surprise, l'araignée, le chat noir, la chouette et le corbeau. Si je dis pas de bêtises, il y a un article sur la chouette sur le site. S'il n'y est pas, il va falloir que j'aille le mettre. Pour les aliments, que ce soit en offrande ou vous pendant à consommer, vous avez tout ce qui est bah, citrouille, bien évidemment, butternut, tout ça, navet. Ensuite, les fruits secs de saison, des fruits encore frais, hein, et bien sûr la pomme. Vous pouvez consommer du cidre. Et puis il y a quelques plats un petit peu particuliers comme le lambsbowl. Si je dis pas de bêtises, c'est un plat d'agneau cuit dans une espèce de laine. J'avais essayé l'année dernière quand j'ai préparé la box sur Samhain de comprendre les mystères de ce plat. Je vous avoue que je n'ai rien trouvé qui puisse me faire comprendre exactement. Enfin voilà. Lem et wool, c'est agneau et laine. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce sabbat? Quelles sont les activités à faire? Bah déjà, se promener dans la nature, c'est quand même la base. Mais on n'a pas forcément donc toujours envie d'être dehors, au contraire, comme on disait, on est sur l'intériorité. Donc peut trouver beaucoup d'activités en lien avec Halloween et Samhain. En plus, c'est super pratique l'histoire d'Halloween parce que finalement, ça vous permet d'aller dans vos croyances sans vous exposer. Des fois, il y a des gens qui craignent un petit peu de mélanger tout ça. Et donc, bah, ça, voilà, vous pouvez vous amuser à décorer votre maison sans qu'on vous demande, bah, tiens, pourquoi t'as des citrouilles partout? Puis en plus, ça permet de faire des choses avec les petits enfants. Mais donc, pour la décoration, il n'y a même pas, comme je disais, pas besoin d'aller en magasin. Une petite balade avant en campagne ou en forêt, ça permet de trouver des cailloux, des bouts de bois, des feuilles qu'on va faire sécher et, euh, et pouvoir faire sa déco. Et en plus aussi pouvoir faire des travaux manuels, hein. Vous collez une feuille d'arbre sur une feuille de papier, puis on dessine autour. Ça peut faire passer un bon moment à vous et vos enfants. De toute façon, toutes les activités manuelles sont toujours sympas, hein, coloriage, fabriquer des déguisements. Pourquoi pas fabriquer un pare-châle ou père-châle, c'est la croix de Samhain.
Vous prenez 2 morceaux de bâton, vous prenez... alors normalement, ça serait un morceau végétal, mais bon, enfin un peu avec ce qu'on a, qui vous permettrait d'attacher les 2 bâtons ensemble, en fait, en entortillant tout autour. C'est une croix qui est assez différente de celle d'Imbolc. Moi, j'aime beaucoup la croix d'Imbolc, mais bon. Et donc, cette croix, normalement, la première fois qu'on la fait, on la met à l'entrée de chez soi, on la garde pour un an, et après, on la jette surtout pas, on la met dans d'autres parties de la maison en fabriquant une autre. Et c'est censé tenir éloigner les mauvais esprits. Par tradition, en général, la croix, la deuxième année, on la met, par exemple, dans une étable pour tenir les mauvais esprits loin de ces animaux. Puis aussi, par crainte aussi, quand il y a un nouveau-né dans la maison, on lui met ça à côté, de peur que les fées viennent le kidnapper. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, se retrouver en famille, entre amis, ou d'autres personnes aussi, se rappeler que du coup la connexion est importante. On peut pour ça utiliser une tradition druidique, c'est la chaîne de bougies. Chacun a sa bougie en fait, ou vous les achetez ou vous les faites vous-même avant. Ça représente un peu sa maisonnée. En fait, la première, donc on l'allume pas au briquet s'il vous plaît, on l'allume avec une allumette ou un morceau de bois qu'on aura, avec du feu qu'on aura pris dans la cheminée, mais c'est un joli moment sacré, alors on évite le briquet, mais bon, si vous avez rien d'autre, allez-y, mais bon. Bref, vous allumez la première bougie, puis du coup, une fois que c'est parti, la première bougie allume la deuxième allume la troisième, et ainsi de suite. Et en fait, on garde cette tradition d'allumer les bougies du foyer au feu sacré de Samhain, quoi. Ça vous permet d'ouvrir un moment de recueillement, par exemple, de prière ou de souhait, parce que c'est à peu près la même chose, mais vous mettez le mot qui vous convient dessus. Ça peut être un petit moment de silence où en fait chacun se laisse aller dans ses pensées, mais avec la chaleur de la bougie et la chaleur humaine des autres autour. Et on peut partager bien sûr des bons petits plats, hein. Il y a toujours pas mal de recettes à base de courges, enfin de curcubitacées en général, même des carottes. Gardez le thème de la couleur si ça vous plaît. Il y a aussi beaucoup de desserts. Et donc aussi, bah, une fois qu'on a bien mangé, qu'on a l'esprit un petit peu rêveur, pourquoi pas un rassemblement avec des histoires, parce que ça peut être aussi bien les histoires de la famille qu'on découvre et redécouvre, qu'on partage entre jeunes et moins jeunes, mais ça peut être aussi les contes de fées, des contes de sorcières, des contes pour se faire peur, et vous savez, toutes ces histoires qui vous permettent finalement, de vous poser des questions sur les mystères de la vie. Il y a aussi la version muette hein, de votre assemblée, comme on l'a déjà dit, il y a le repas silencieux pour laisser les âmes des ancêtres nous rejoindre. Moi, personnellement, chez moi, ça doit être plutôt... Enfin, il faudra plutôt un peu de bruit pour les faire venir. Je crois pas que le calme leur plaise. Enfin, vous pouvez aussi marquer leur présence pour un travail de deuil, parce que ça vous rend heureux de les sentir encore présents et en leur consacrant un hôtel. Moi, je l'avais fait pour mon grand-père quand il nous a quittés. Et par exemple, ben, j'avais décidé de mettre quelque chose qu'il aimait beaucoup, une tasse de café. J'en avais fait un pour moi aussi et j'avais partagé un café comme ça avec mon grand-père. Euh, et donc, du coup, vous, bah, vous pouvez faire donc un hôtel avec quelque chose que votre défunt ou vos défunts appréciaient, quoi. Ça peut être sympa. On a parlé bah, de divination. C'est le moment de se lancer si vous l'avez jamais fait. C'est le moment parfait pour commencer. Mais après, si vous avez l'habitude aussi, ça peut être aussi le moment où vous avez acheté un oracle il y a quelque temps, vous l'avez pas encore pris en main. Bah, pourquoi pas passer un moment avec votre oracle à le découvrir, à voir les effets qu'il peut avoir sur vous, voir lesquels messages il peut vous délivrer. C'est la divination, c'est vraiment un des moments, enfin une des activités les plus utiles pendant ce sabbat. Comme je vous ai dit, je ne vais pas parler de magie parce que c'est pas mon truc, mais il y a pas mal de rituels. On appelle ça le Nouvel An des sorcières par tradition. On va quand même évoquer un peu l'idée, mais bon, comme je vous dis, c'est pas mon point fort. Euh, c'est pas pour rien que, même si du côté anglo-saxon, on n'est plus trop dans cette idée de déguisement, de mort-vivant, de sorcière, tout ça. Alors, hein, il y a des choses qui font peur, mais bon, on peut trouver des pom-pom girls, des trucs comme ça, quoi. Euh, En Europe, on reste quand même sur cette idée de, comme les voiles sont fins, on peut voir tout et n'importe quoi débarquer, de l'esprit, du monstre, de la fée.
Les sorcières s'en donnent à cœur joie, parce qu'en général, les sorcières, leur repas préféré, c'est l'automne. Mais bon, on peut ne pas être sorcière, enfin ne pas aimer ce mot, ne pas se reconnaître dedans, et aimer aussi l'automne, vous inquiétez pas. Euh, En recette épices, on n'oubliera pas aussi que, enfin en alimentaire, j'ai pas pensé à vous citer, en plus de la pomme, tout ce qui était cannelle et miel, mais ça fait bien évidemment aussi partie des recettes qu'on peut trouver pendant ce sabbat. Les recettes à la citrouille, d'ailleurs, il y a un article sur le boudoir où j'en avais fait j'avais rassemblé quelques recettes. Pour tout ce qui est biscuits, desserts et pain, bah, il y a les pan de muertos, qui est, ben, vous vous doutez, un pain mexicain. Vous avez les soul cakes, comme on a cité, le pain d'épices, bien évidemment, les tresses aux pommes noix. Enfin, si hein, ces idées vous plaisent, vous pouvez les retrouver sur le boudoir ou sur beaucoup de sites qui rassemblent des recettes pour les sabbats. Je ne sais pas si vous avez appris beaucoup de choses, je l'espère. Je ne sais pas si ce format vous plaît ou je vous raconte quelque chose aussi longtemps parce que là on est sur 1 heure de vidéo. Ça ressemble plus au podcast qu'à la vidéo à proprement parler. Mais là il y avait beaucoup trop de contenu pour que vous voyiez ma tronche pendant 1 heure. J'espère que ça vous a plu en tous les cas. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et si vous êtes gentil, peut-être que du coup, bah, tant qu'à faire, je vous ferai les autres sabbats sur l'année qui vient. Il y en a 8 en tout. On en a déjà fait un. Voilà, bonne fin de journée à vous. Et puis partagez cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aidera beaucoup pour la suite. Ciao, ciao!